Pour ce nouvel épisode de Gatémérie, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Choin, directeur des relations humaines du cabinet de conseil Mazars. Passé successivement par l'hôtellerie de luxe, l'éducation, la banque et l'audit, Laurent est aussi Chief People, Education and Culture de Mazars depuis 10 ans. Ce n'est pas la première fois que je reçois un DRH sur le podcast et ce qui m'intéresse, ce sont ces directeurs qui sont plus focalisés sur l'humain et qui construisent des cultures d'entreprise fortes et c'est le cas de Laurent. Dans cet épisode, Laurent nous donne un éclairage de l'adaptation du marché du travail par les entreprises qui passe d'un marché d'employeurs à un marché d'employés. Mais surtout, Laurent nous partage sa philosophie de vie qui se résume, je cite, « Donner vie puis m'effacer, c'est mon moteur de vie ». J'ai beaucoup aimé le partage franc et pédagogue de Laurent, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Laurent Choin. Bonjour Laurent. Bonjour Nguyen, ça va? Très bien et vous? Très très bien. Alors moi je suis hyper contente d'être là aujourd'hui. Merci de m'accueillir chez Mazars. Je vous en prie. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer l'interview parce qu'en fait il y a plein de choses, vous dites beaucoup de choses hyper intéressantes et j'ai beaucoup de punchlines comme j'aime le dire. Et j'aimerais commencer par une phrase que vous avez dite qui est « Je ne pense pas que l'avenir du travail est de travailler pour une seule boîte ». Ça, du coup, moi j'y crois énormément aussi à ce statement. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de contexte? Pourquoi vous pensez ça? Voilà, juste nous dire le contexte de cette phrase. Il y a peut-être déjà deux façons d'aborder les choses. La première des choses, c'est que je crois lire entre les lignes de votre question le côté, non mais enfin, quand on est DRH de Mazars, forcément, on doit promouvoir l'idée qu'on travaille à 2000% pour Mazars, etc. En fait, pas du tout, puisque Mazars en France en particulier, là je dis pas forcément au niveau du groupe, c'est une réflexion qu'on a au niveau groupe, mais en France en particulier, on a prototypé une idée qui était de supprimer des contrats de travail il y a maintenant 2 ans, la clause d'exclusivité, c'est-à-dire le fait qu'on dise à quelqu'un, tu ne travailleras que pour nous, et tu donneras 2350% de ton temps pour Mazars, et le reste du temps tu feras ce que tu voudras. Donc non, on pense pas ça et on va plus loin puisque même dans nos campagnes employeurs en France, Mathilde Lecoz, notre brillante DRH, a poussé l'idée que si on promeut le work-life balance, c'est-à-dire l'équilibre de vie pro-perso, de facto, c'est pas pour derrière dire aux gens vous devez vous tuer à la tâche pour nous et être à fond que chez nous. Donc Mazars, c'est pas nouveau cette idée. Depuis 2 ans, elle est en cours, mais c'est encore moins nouveau pour 2 raisons. La première, c'est que maintenant, si je réponds sur le fond, c'est une idée qui date pas d'aujourd'hui. Elle vient au début des années 80, il y a une réflexion qui s'est amorcée par un penseur du management irlandais qui s'appelle Charles Handy. Et Charles a écrit une 20aine de bouquins, c'est un type formidable. Charles, bon, il est plus au soir de sa vie qu'au matin, mais Charles a écrit des livres surtout très prémonitoires. C'est-à-dire qu'en début des années 80, il publie 2 ouvrages coup sur coup. L'un s'appelle L'âge de déraison et l'autre L'âge des paradoxes, en anglais. Je sais pas s'il y a une version française, mais dans le premier, il décrit le fait qu'une organisation, ce n'est certainement pas que des salariés mensualisés en CDI. En fait, c'est bien plus que ça. Vous voyez, ce matin, vous avez été accueilli à l'accueil chez Mazars par quelqu'un qui ne fait pas partie des effectifs de Mazars, mais qui pourtant travaille avec nous depuis longtemps, depuis au moins 10 ans, je la connais, c'est sûr, et bien sûr, il y a d'autres personnes qui viennent, c'est pas une seule personne, mais elle travaille pour un prestataire, et sauf que cette personne-là, probablement, elle connaît plus de Mazariens que moi-même, ou que Mathilde, parce que en fait, elle les croise tous les matins, elle discute un peu avec eux. Et donc, est-ce qu'elle est invitée quand on fait des pots de départ ou autre? Je ne sais pas, mais elle devrait, parce qu'elle est plus Mazars que nous-mêmes. Bien sûr. Donc, la notion d'emploi, et c'est-à-dire ce que devrait couvrir un DRH, n'est certainement pas limitée à de l'emploi salarié à temps plein. Donc, ce que nous dit Charles Handy, c'est que dans les entreprises, il y a en fait une organisation, à l'époque, il décrit ça comme un shamrock. Shamrock, c'est le trèfle à 4 feuilles, l'emblème de l'Irlande. Et il dit, imaginez les 4 feuilles du trèfle. On a bien sûr une feuille qui sont les salariés sur le payroll à temps plein, les ETP comme on les appelle, les employés temps plein, ou FTE en anglais. Mais à côté de ça, il y a par exemple des sous-traitants qui travaillent avec nous. Et puis il va y avoir des consultants. D'ailleurs, Mazars, souvent, nous, on a beaucoup de nos équipes qui sont chez les clients. Bien sûr, c'est ça. Donc voilà. Et puis on va après avoir une série de personnes qui peuvent être des compagnons de route, des personnes qui interviennent chez nous plus individuellement, des freelanceurs, etc. Donc, il y a tout un écosystème. Et ce que nous dit Charles Handy, c'est que
la réalité d'une entreprise, ce n'est certainement pas limité à cette petite partie que sont les salariés à temps plein, ETP, etc. Or, si vous regardez, beaucoup des politiques de ressources humaines sont centrées uniquement là-dessus. Maintenant, dans le deuxième bouquin, il pousse le raisonnement et il dit, si les entreprises sont organisées comme ça, de manière fluide, avec plusieurs formes d'emploi, la question devient pourquoi en face, les salariés ne rentreraient-ils que dans une case ? Et donc, à l'époque, il n'est pas en train d'imaginer ce qu'on appelle aujourd'hui le slash working ou les slashers, c'est-à-dire les personnes multi-employeurs, mais il est en train de se dire que on pourrait avoir dans une vie un portefeuille d'activités et non pas un seul job. C'est un autre penseur du management, Seth Godin, qui est un consultant d'ailleurs très très efficace, qui dit moi, mon grand-père, il a eu le même métier dans une seule boîte toute sa vie. Mon père a eu successivement 7 emplois et moi, j'en ai 7 en même temps. Voilà, en fait, c'est cette même idée. Mais vous voyez, Charles Endy, c'est 1982, en l'occurrence, quand il formule cette idée du portefeuille d'activité. Et finalement, la crise de la Covid a montré ça, c'est que, au regard des attitudes des entreprises, qui elles-mêmes ont pu, par exemple aux États-Unis, chercher énormément de flexibilité immédiatement pour s'ajuster à une situation délétère. Donc, renvoyer au chômage des gens qui avaient rien demandé. C'était pas le cas en Europe, mais on y reviendra si vous voulez. Mais en face, pourquoi demanderait-on à des salariés une loyauté absolue alors que à la première occasion, l'employeur, lui, ne va pas respecter ça. Donc, l'idée qu'il y a derrière, c'est aussi de se dire qu'on entre d'abord dans un monde qui est plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui un marché d'employés plutôt qu'un marché d'employeurs. Et deuxième point, un monde où, sans aucun doute, la notion de rémunération, mais aussi de portefeuille d'activité, va se variabiliser beaucoup plus. Or, on n'est pas toujours prêt à ça. On a plutôt une vision depuis 60 ans, et c'était normal, ça a bien marché, d'une entreprise comme étant une sorte de cause pour laquelle on s'engage, on entre en religion et puis on y dédie toute sa vie, etc., etc. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de ça, on n'y est plus. Alors évidemment, ça met un peu de pression sur le métier RH, quoi. Donc, c'est clair. À nous de penser autrement. De vous adapter. Ce que vous dites me fait aussi beaucoup penser à la transformation culturelle des entreprises, et vous êtes en charge du coup de la culture aussi, de la transformation culturelle de Mazars. D'animer la culture. D'animer la culture. On est tous en charge en fait. Oui, bien sûr. J'allais vous demander ça. Pour commencer de manière hyper basique, qu'est-ce qu'une culture d'entreprise ? Là, mon Dieu, je laisserai l'éminent Maurice Thévenet répondre à votre place et à la mienne à cette question-là, parce que il y a des vrais travaux qui ont été faits. Disons, si là aussi je fais plutôt un repère théorique par rapport à ça, la personne qui a beaucoup travaillé sur ces questions, là aussi dans les années 70-80, s'appelle Edgar Schein ou Schein comme vous voulez. Et en fait, Edgar Schein est un penseur qui a travaillé sur deux choses finalement, la notion de culture d'entreprise et puis la notion de carrière. Donc ça, c'était ces deux angles de recherche principaux. On peut soit définir la culture d'entreprise comme étant finalement ses repères moraux, sa colonne vertébrale, ses valeurs, Et d'ailleurs, très souvent, c'est associé à la notion de valeur. On a une vision dans ce cas-là qui très très souvent nous amène à penser la culture comme étant quelque chose de non pas de statique mais d'immuable dans le temps, c'est-à-dire en fait en tous les cas qui ait une certaine pérennité. Les repères au-delà de l'immanent, c'est-à-dire je refais une référence, moi qui n'ai aucune culture religieuse, mais une référence qui peut sonner religieuse, c'est-à-dire c'est le débat entre l'immanence et la transcendance, c'est-à-dire que finalement la culture ce serait ce qui est transcendant dans une organisation, tandis qu'évidemment après le reste, l'organisation ce serait ce qui est immanent, donc ce qui peut changer, ce qui peut s'ajuster. Moi, j'ai une lecture un peu différente de la culture. La culture, en réalité, c'est un lieu d'intégration et de réinvention permanente. Je m'explique. Vous voyez, par exemple, je vais prendre un exemple très précis. En 2015, nous avons intégré chez Mazars, qui est un groupe aujourd'hui présent dans 92 pays. Donc, c'est une société multinationale, pour le coup, intégrée, certes encore de taille humaine par rapport aux grands acteurs du secteur. Mais enfin, on arrive maintenant gentiment vers les 40 000 Mazariens dans le monde, donc ça fait beaucoup. L'idée, c'est que à ce moment-là, en Allemagne, on n'était pas très très grand. On n'était pas formidablement organisé, disons. Et on a eu la chance, en fait. Je veux dire, on n'a pas fait le choix. On a eu la chance de rencontrer des gens qui, eux, à l'inverse, étaient très très forts en Allemagne, mais avaient une problématique d'internationalisation et finalement d'évolution de leur partnership.
Et ils ont considéré l'offre que faisait Mazars, sachant que nous, on ne rachète jamais. On n'a pas du tout cette logique. Notre modèle économique, c'est pas qu'on va acheter des entreprises. Notre modèle économique, c'est que on va proposer d'échanger des actions locales contre des actions internationales. Donc, soit les gens disent non, c'est pas ce que je veux, moi je veux patrimonialiser, mais ça c'est pas le modèle de Mazars. Mazars est totalement, comme on dit, dégoodwillisé en très mauvais franglais, c'est-à-dire on est dépatrimonialisé. Soit en fait vous proposez une aventure collective en disant voilà, vous n'allez pas toucher de l'argent pour venir nous rejoindre, comme vous n'en toucherez pas si vous nous quittez, mais l'aventure sera passionnante, vous pourrez continuer à développer votre entreprise, vous gagnerez bien votre vie, mais ce qui sera rémunéré, c'est votre talent et votre travail. Ce ne sera pas un patrimoine quelconque. Alors, évidemment, ça élimine beaucoup d'entreprises qui disent non, mais nous, on veut que vous nous rachetiez, donnez-nous de l'argent, puis on s'en va, quoi. On saurait faire, mais c'est pas ce qu'on veut faire. Alors en 2015, on a intégré cette grosse société, Rover Bronner Souzadt, elle-même le fruit de fusions successives, ce qui était d'ailleurs très important parce que sans doute ça nous a appris à regarder une société en mouvement y compris dans son intégration culturelle. Et du coup, qui avait déjà une culture déjà établie. Et beaucoup plus de gens que nous. C'est-à-dire que nous, on devait être gentiment à l'époque 350 en Allemagne, et eux, ils étaient déjà 1500, je pense, à l'époque. Donc, il y avait un double mouvement intéressant d'un point de vue culturel. C'est-à-dire qu'en Allemagne, ils étaient dominants. Qui plus est, ils étaient à Berlin, qui n'était pas une ville forte pour nous. Nous, on était plutôt Francfort, Düsseldorf. Et donc, ils amenaient en plus des villes, Hambourg, Berlin, où nous n'étions pas forcément les plus représentés. Donc, on voit bien qu'il y avait dans l'apport de cette société aussi une transformation culturelle en Allemagne de Mazars. Et pour faire court, si l'un devait absorber l'autre, c'était plutôt eux qui là-bas nous absorbaient que l'inverse. Mais à l'inverse, eux entraient dans un groupe beaucoup plus gros qu'eux. Et donc, finalement, il y avait un double mouvement culturel d'intégration. Pour eux, finalement, de faire que Mazars Allemagne s'intègre à eux, mais que eux-mêmes, globalement, s'intègrent à Mazars mondial. Et c'était très intéressant parce que là, c'est quoi les options? Première option, c'est que l'un mange l'autre. Et beaucoup de fusions sont conçues comme ça. Beaucoup de fusions sont conçues comme le besoin qu'on aurait de faire entrer des gens qui sont en dehors de la culture et de l'habitus dans votre culture et votre habitus. En fait, nous, on fonctionne pas comme ça. Et le choix qu'on a fait, et heureusement, ça a été renforcé par l'intelligence du leader de cette société, Christophe Regirer, à qui il faut rendre un vrai hommage, et aux équipes qui allaient avec. C'est quelqu'un qui s'est dit, voilà, moi je veux pas essayer de résister et de maintenir à tout prix l'identité de Rover Bronner Souzadt, c'est-à-dire à peine se marie-t-on qu'on commence à se battre. Non, il dit, non, si on a fait le mouvement de se marier, qui était complexe d'ailleurs, eh bien c'est pour justement faire un effort d'intégration. Et à l'inverse, Mazars a eu l'intelligence de ne pas essayer de mazariser Rover Bronner Souzadt. Donc qu'est-ce qu'on a fait, vous l'avez compris, c'est qu'on a inventé une troisième culture là-bas, ou, je vais le dire autrement, un Mazars moderne, qui était peut-être pas forcément celui qu'on héritait des années d'avant, mais un nouveau type de Mazars, disons. Voilà, disons-le comme ça. Et on a prototypé en Allemagne un modèle culturel qui montre d'ailleurs la voie à d'autres intégrations ultérieures, parce qu'on s'est dit, voilà, c'est ça le bon format. Modèle. Et c'est une coopération pour créer une culture commune nouvelle, et non pas essayer que l'un rentre dans la culture de l'autre. Et ça, je pense, Mazars est assez exceptionnel à ça, aussi pour la raison que justement, comme on n'achète pas, il y a pas d'asymétrie de la relation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous, on est entre égaux là. Oui, je vois. Et donc, c'est des vrais, pour le coup, on parle parfois de fusion entre égaux, mais on sait très bien que c'est pas vrai. Il y a toujours des frictions. Et puis des dominants et des dominés, quoi. Et concernant justement Mazars France, par exemple, pour avoir lu beaucoup de choses, etc., vous avez une culture quand même qui est assez forte. Oui. Ma question, c'est comment vous avez réussi à la formaliser? Comment par quel biais vous l'incarnez? Et pourquoi c'est important aussi pour les entreprises de s'emparer de ce sujet-là, de culture d'entreprise, qui est un sujet assez nouveau, on va le dire. Curieusement, faut pas que ce soit décevant ma réponse, mais en fait, je n'y ai pas réfléchi, je veux pas y réfléchir. Je veux dire pourquoi. Moi, je pense que le problème, pour la culture comme pour l'éducation, qui est un autre champ dont je suis responsable, il y a une erreur de parallaxe énorme qu'on fait tous, qui consisterait à dire que l'objectif, c'est de comprendre ce qu'on fait. Alors qu'en fait,
l'objectif serait plutôt apprendre à faire ce qu'on comprend. Je m'explique. Quand en formation, par exemple, vous passez du temps à essayer d'analyser, décortiquer à tout prix comment on fonctionne, à la fin, vous avez des raisonnements théoriques, des analyses, mais certainement pas de déclenchement d'action. Donc le sujet est plutôt que si je forme quelqu'un, prenons un exemple, si nous formons quelqu'un au renforcement positif de Skinner, dans le cadre d'une approche managériale par le coaching, par exemple. Le renforcement positif, ce qui nous importe, c'est pas que les gens comprennent intellectuellement ce que c'est et se disent moi quand est-ce que je le fais ou pas. C'est en fait que les gens analysent et comprennent ce nouveau phénomène pour eux et ensuite disent ok, mon job suite à cette formation, c'est la mise en œuvre de ça. Donc en fait, c'est d'apprendre à faire ce que je comprends plutôt que d'apprendre à comprendre ce que je fais. Ce que je fais ou ce que je vais faire. Oui. Donc j'ai pas forcément, c'est pas que j'ai pas de recul sur la culture de Mazars en France. D'abord, c'est pas mon périmètre à moi. Moi, je suis responsable de la culture de Mazars dans le groupe. Et d'ailleurs, c'est un sujet, c'est-à-dire comment je maintiens une intégration fluide entre les grands pays, dont la France, qui est le principal pays chez Mazars, et puis cette culture groupe. Parce que moi, mon vrai danger, c'est pas qu'il y ait une culture forte en France ou une culture faible. C'est que j'ai une culture pas assez forte au niveau du groupe pour rester un groupe intégré et une aventure intéressante. Et ça, du coup, ça doit être hyper intéressant aussi, cette culture groupe, de par les diversités culturelles aussi. Oui. Comment vous arrivez à maintenir une culture groupe, justement? Alors, ça, c'est intéressant, et merci de la question. Vous voyez, par exemple, en 2013, on a fait une grande enquête sur notre génération Y, et puis en 2018 sur notre génération Z. Pourquoi? Parce que c'est les gens qu'on recrute, en fait. Bien sûr. Et on est très jeunes. D'ailleurs, pour nous, la notion de culture, il faut jamais oublier que on a une moyenne d'âge très, très, très faible, autour et voire moins de 30 ans. Donc, en réalité, ça veut dire que de toute façon, il y a un taux de renouvellement permanent des gens, de l'ordre de 20% mondialement, si on veut essayer de l'estimer vraiment de manière un peu large. Donc, de toute façon, cette notion de culture, elle est mouvante en permanence et elle est très marquée par ces jeunes générations. Mais, donc, on se retrouve à l'époque, alors en 2013, à interroger 7000 personnes dans il y a 64 pays qui répondent. Ouais. Et donc, sur les 7000, en une semaine, on a 3500 réponses, avec 1500 contributions volontaires. Donc, ça veut dire les gens voulaient parler. Voulaient parler. Alors, on nous avait dit surtout les jeunes d'aujourd'hui, il faut pas leur poser trop de questions, ni des trucs trop personnels. Donc, on a fait un questionnaire de 65 questions avec un tiers qui était sur eux. Donc, on n'a pas trop respecté ça. Et je reviendrai sur la notion de disruption dans notre culture. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on a eu des réponses là-dessus. Et on s'est dit, tiens, c'est marrant, il va forcément y avoir un impact culturel des réponses sur autant de questions. Et là, que ne fut notre surprise de se rendre compte qu'en réalité, il n'y a pas ces différences. Alors, je m'explique. Vous voyez, si je vous dis aujourd'hui l'homme du Picardie, ça va pas vous parler. Non, hein. Et il y a encore moins de chances que ça parle, d'ailleurs, même à un Sud-Africain ou un Argentin ou un Moscovite ou un Ukrainien. Je veux dire, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que de mon temps, la culture, la sous-culture, pardon, vous voyez, là j'ai pris un exemple exprès d'une série télévisée. Il se passait rien dans l'homme du Picardie. Hein. C'était en gros un type qui descendait des canaux en péniche, donc vous voyez, ça allait pas bien loin. Christian Barbier pour lui rendre hommage. Mais clairement, la sous-culture, elle était nationale. Donc, en fait, à partir de là, les différences culturelles étaient fortes. Mais si, par contre, je vous dis Tyrone Lannister, là, vous situez qui c'est. Clairement, oui. Et d'ailleurs, notre ami sud-africain, quel que soit son âge, notre ami argentin, notre ami ukrainien, tout le monde sait qui est Tyrone Lannister. Et donc, c'est créer une sous-culture mondialisée à un moment qui fait qu'aujourd'hui, les références, je vais vous le dire de manière simple, mais par exemple, j'ai plus, je pense, de proximité culturelle presque avec Karim Houssen, un de nos partenaires sud-africains, que avec mon premier fils, par exemple, Maxime, qui vit à Berlin, qui est de notre génération, qui vit d'autres choses. Donc, curieusement, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus des effets de génération que des effets de culture locale qui jouent. Et on le voit bien dans toutes nos enquêtes. Il y a une énorme densité de réponses et en fait une très forte corrélation de réponses entre ce que disent les gens, quel que soit leur endroit dans le monde. Après, il y a des variations. Hein. Je ne nie pas ça et je connais Hofstede et compagnie. Et même concernant du coup la culture, si on éloigne la diversité culturelle, en termes de génération justement, je considère en tout cas, pour avoir beaucoup aussi travaillé avec la génération Z, dont je fais partie, que une culture d'entreprise d'hier n'est pas la même qu'aujourd'hui. C'est intéressant ce que vous dites. Les moyens, en tout cas. Alors,
Oui, bien sûr. De toute façon, mais c'est vrai tout le temps. C'est pas lié à la génération Z, c'est-à-dire ça a été lié à toutes les générations. Toutes les générations. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une disruption, en tout cas, de la manière dont les entreprises appréhendent. Ah, oui, bien sûr, parce qu'on essaie de coller aussi à notre besoin. Puis je vous dis, on est passé d'un monde d'employeurs à un monde d'employés. Oui, exactement. Donc ça veut dire que si on veut continuer à avoir les ressources, et une entreprise comme la nôtre, elle dépend que de ses ressources. Hein. Nous, c'est des ressources humaines. On vend que du cerveau. Hein, donc si on veut continuer à attirer des gens intelligents et leur dire mais si nos métiers sont intéressants, on a intérêt quand même aussi à d'abord écouter leurs besoins. C'est le principe clé de tout, c'est de travailler sur le besoin de la personne qu'on veut avoir, rencontrer, aimer, désirer, recruter, enfin peu importe. Donc le point important à comprendre, c'est que quand on a fait ces 2 enquêtes, vous voyez, on a posé bien sûr les mêmes questions à 5 ans d'écart, mais à une génération d'écart. Quand vous posez la question pourquoi vous viendriez dans l'entreprise, à la génération Y, ils vous disent pour la changer. C'est-à-dire on veut prendre le pouvoir, changer les codes. Donc ils sont très proches des boomers d'ailleurs. Ils ont les mêmes. C'est une génération très hyper compétitive. Vous savez, les boomers après la Deuxième Guerre mondiale, c'est des gens qui arrivaient dans une salle de classe, il y avait plus de chaises parce qu'il y avait trop de monde. Donc en fait, ils devaient se battre même pour avoir une place à l'école. Nous, c'était pas notre cas, génération X. De la même manière, génération Y, c'est une génération qui est confrontée à ça, pas la Z. À la même question, exactement la même. Pourquoi vous viendriez dans l'entreprise? Les Z répondent pour la consommer, non pas pour la changer. Donc, le monde qui vient, les 15 ans qui viennent, c'est très simple. C'est des générations Y qui dirigent des générations Z. Et les générations Z qui passent, qui disent, bon, ok, attendez, moi, c'est bien, oui, ça m'intéresse, après, je m'en vais. Donc, la notion de carrière, par exemple, rester, et puis, si on propose à quelqu'un de devenir un partenaire ou un associé en 20 ans, c'est trop long. Parce que je vais vous dire, mais 20 ans, déjà, à 3 ans, j'ai du mal à... Donc, en fait, c'est ça qui change aussi. C'est que la notion de carrière est en train de disparaître comme telle. C'était le très beau produit d'une époque qui est celle de l'après-Deuxième Guerre mondiale pendant 60 ans, ce que Peter Drucker va appeler l'homme organisationnel. C'est-à-dire qu'il a défini, pour lui, il a dit ça en 1980, c'est comme Charles Andy, hein, c'est des types quand même qui avaient du gingembre en avance. Hein. Peter Drucker, même dans un essai de 1959, il en parle déjà. Il dit en fait, avant la Deuxième Guerre mondiale, on est dans l'homme économique. C'est-à-dire c'est la personne individuellement qui est la mesure du travail. Dans l'après-Deuxième Guerre mondiale, les organisations vont être multipliées par des millions. C'est-à-dire qu'elles soient publiques, privées, la sécurité sociale en France, mais les grandes entreprises aussi, etc. Et donc, elles vont créer des jobs qui sont pas des jobs d'ouvriers en usine. C'est des jobs, en fait, d'employés dans des grandes sociétés et pour lesquels, du coup, il devient possible de faire carrière. Alors, là, c'est intéressant parce que du coup, la notion de carrière, en plus, elle va s'appuyer sur la Trente Glorieuses. Donc, ce qui fait que pour des générations comme les miennes et celles de mes parents, il y avait cette ascension sociale possible. Moi, mon grand-père était cheminot, ma mère était prof de collège, mon père était un informaticien, et puis voilà, j'aurais dû être un cadre sup à l'EDF. Et il y avait cette notion de cadre de vie tout tracé. Donc, c'était la notion de carrière. Et c'est pour ça que s'engager durablement dans une entreprise, c'était très possible. Aujourd'hui, ces notions de carrière, pour X raisons, elles ont volé en éclats, c'est plus le jeu, pour les raisons de portefeuille d'activité dont on parlait, mais aussi parce que la promesse de l'emploi à vie est plus possible. Donc, en réalité, on est passé à un autre monde où une vie professionnelle réussie, c'est pas une carrière, comme on l'appelait comme telle. Voyez. Donc, ça veut pas dire qu'il y a rien, mais c'est pas ça qui peut en être le déterminant. Donc, c'est pour ça qu'on doit repenser aussi cette notion-là, culturellement, comme étant pas lié à une sorte d'engagement à l'infini pour une entreprise. Alors chez nous, oui, les associés, oui, ils font toute leur vie chez Mazars, la plupart d'entre eux, ou en tous les cas comme associés dans ces sociétés-là. Mais j'allais dire, ce monde-là est un peu un monde qui est derrière nous. Le monde qui est devant nous, c'est un monde avec une plus grande fluidité, donc aussi la nécessité d'attirer avec des moyens un peu plus complexes que juste raconter une sorte d'histoire à 3 balles. C'est pas comme ça que ça va le faire, quoi. Donc voilà, donc c'est ça qui est en train de changer. Ouais, hyper intéressant. J'ai reçu Jean-Claude Legrand, que vous connaissez. C'est mon idole. Voilà, sur le podcast. Et on parlait justement de cet aspect-là, de comment les ressources humaines, donc comment les relations humaines doivent changer et doivent s'adapter à ça. Vous aussi, vous vous définissez comme un directeur des relations humaines. Absolument. En quoi cet aspect de relation, qui change en fait de l'aspect de transaction, est aujourd'hui nécessaire? C'est par rapport à ce que vous dites, en fait. Jean-Claude et moi, on a énormément de communautés de pensée, une histoire différente. Pour autant, il a été principalement l'homme d'une entreprise, enfin en tous les cas
très sérieusement pour L'Oréal pendant tellement d'années et aujourd'hui il l'incarne tellement, c'est-à-dire quelque part on pourrait dire même il est l'incarnation physique de la culture de L'Oréal à plus d'un titre, mais moi je pense pas, je pense que Jean-Claude c'est l'incarnation de la culture de demain de L'Oréal en permanence depuis toujours. Il pousse les lignes, il fait avancer les choses, donc c'est un marginal séquent comme moi, c'est-à-dire que on prétend bien sûr être au cœur de l'empire parce qu'on a des fonctions qui sont comme ça, mais en réalité on est aux frontières de l'empire en permanence à aller chercher, y compris dehors, les moyens de réinventer des entreprises à culture très forte, que ce soit L'Oréal ou Mazars, évidemment, c'est le cas. Maintenant, il y a un point qui est important à comprendre, c'est que pour Jean-Claude comme pour moi, notre attachement aux relations humaines, il correspond à une idée qui est bête, mais qui est que on est des rêveurs très opérationnels, mais des rêveurs. Ce que je veux dire par là, c'est que je veux pas parler à la place de Jean-Claude et il vous l'a dit mieux que moi, mais lui comme moi, on pense qu'il faut pas qu'on essaie de faire ressembler notre rêve à la réalité. Ce qu'il faut, c'est qu'on essaie de faire ressembler la réalité à notre rêve. Et donc c'est pour ça c'est quoi votre rêve du coup? C'est pour ça qu'on parle de relations humaines, parce que on sait très très bien que comme ça a été défini depuis ces 60 dernières années, on n'était pas dans le monde des relations humaines, mais dans le monde des ressources humaines, c'est-à-dire en fait l'optimisation au profit d'une organisation du paramètre humain, dans cette organisation. Et nous, on n'est pas venu dans ce métier-là pour ça, on le fait pas comme ça, et on pense au contraire que c'est un métier de contact, que c'est un métier d'attention à l'autre, c'est un métier vraiment de relations humaines. Alors, on pourrait dire qu'on est naïf, sauf que peut-être certains qui nous diraient naïfs, ils sont moins en poste que nous quelque part, et depuis aussi longtemps. Alors moi, dans plusieurs organisations, et Jean-Claude dans une très très symbolique et iconique. Mais je pense que c'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire, encore une fois, on a déformé la réalité. Les Anglais utilisent le mot de tordre la réalité, reality distortion, dans le sens de ce qu'on croit être noble, moral et bien en termes de ressources humaines. C'est-à-dire qu'on s'occupe de relations humaines, pas de ressources humaines. C'est pas pour jouer sur les mots, c'est jouer sur la réalité du métier qui fait que moi j'ai tendance à dire, et je pense pas que Jean-Claude reprenne cette expression-là, mais moi c'est comme ça que je me qualifie. Quand je dois me présenter très rapidement, je dois présenter Mazars et moi très rapidement, je vais le faire en 2 phrases. Je vais dire, Mazars, vous connaissez les Big Four, on n'est pas l'un d'entre eux, et moi, je suis le chef de village, de cette boîte, c'est-à-dire quelqu'un qui est, vous savez, la notion de géo, elle est très importante, en fait, que le Club Med avait inventé. C'est gentil et organisateur, les deux comptent. C'est-à-dire, certes, on est organisateur, mais on est gentil aussi, ou on est gentil, mais on est aussi organisateur. Et tout ça doit se passer de manière fluide, simple, sans artifice, sans être apprêté d'une manière ou d'une autre. C'est pas comme ça qu'il faut le faire. Il faut le faire de manière très très directe, très simple, très centrée sur la relation humaine. Voilà, c'est ça le. Du coup, ça m'intéresse de savoir comment vous êtes tombé dessus. Enfin, comment vous êtes tombé dans la marmite justement des relations humaines. De relations humaines. Ouais. D'abord, j'aimerais juste faire un petit retour en arrière sur vous, sur votre enfance, là où vous avez grandi. J'ai lu une phrase qui m'a marquée, qui était pour plein de raisons. Je suis le produit d'une famille très soudée et aimante. Vous avez quelque part ça. J'ai dit ça, moi. Oui, vous avez dit ça. Ouais. Et en fait, c'est une notion d'amour. Enfin, il y a quelque temps, j'étais avec Clara Guémard, qui me disait tu iras loin dans la vie parce que tu es très aimé par ta famille. Ouais. Donc je trouvais ça beau. Et du coup là, ça m'a un peu fait penser à ça. Clara d'ailleurs a du coup créé une grande famille. Exactement. Ce qui fait que exactement. Alors aussi. Après, faut voir. Moi, je sais pas quand j'ai dit ça ni comment, mais d'abord c'est vrai. J'ai toujours eu la chance de vivre de manière très bénie des dieux, et on ne vivait pas dans des milieux très riches ou quoi que ce soit. On était non plus pas modeste, on était classe moyenne, quoi. Voilà, c'était ça. Alors moi, c'est plus complexe que ça. Je viens d'une famille qui a 2 branches très différentes. D'accord. Du côté maternel, par exemple, là, on est tout à fait dans la famille aimante, protectrice du Nord, avec enfant unique du côté de ma mère et tout. Puis de l'autre côté, mon père, c'était 6 enfants, qui naissaient d'une diaspora, avec des parents qui ont divorcé, ce qui n'était pas si courant que ça, avec une grand-mère qui est partie s'installer avec une Notre-Dame. Donc là aussi, on était quand même très en avance. Alors, c'est pour ça que je nuance la notion de famille aimante, machin soudé. C'est pas un long fleuve tranquille. C'est juste que on était aussi confrontés à des modèles assez originaux pour l'époque, qui m'a amené en tous les cas à vivre 2 réalités, mais totalement différentes entre les 2 branches de ma famille, maternelle et paternelle. Et donc, c'était intéressant parce que ça m'a sans doute développé beaucoup une marque de fabrique. J'évite toujours d'être dans le jugement.
Je suis dans la perception, quoi. Parce que j'avais tellement des réalités différentes sous les yeux que je me suis dit, si je commence à juger l'une par rapport à l'autre, ça rentre pas dans les cases, quoi. Et donc, bah voilà, du coup, j'ai accepté des comportements très loufoques, des choses comme ça. D'ailleurs, dans la famille, quand on se revoit entre cousins, on se voit peu, malheureusement, et de plus en plus pour des mauvaises raisons, puisqu'on enterre la famille. Mais quand on se revoit, il y a toujours cette connexion immédiate, et on se reparle des uns des autres parce que c'est des personnages, et on est toujours à se dire, mais c'est pas vrai, quoi, c'est des fous furieux, ils ont tous des vies pas possibles. Mais ça, du coup, ça a dû beaucoup vous influencer aussi dans votre perception, dans ma façon d'accepter des choses. C'est-à-dire, pour moi, voilà, il faut accepter les gens comme ils sont. Oui, de toute façon, la notion de tolérance, c'est à la fois sans doute forgé par ça. Puis après, en plus de ça, mon métier a fait que il fallait que je sois très très ouvert, tolérant. Puis j'ai eu la chance d'être plutôt international, moi, dans ma vie. Donc, vous savez, un truc bête. Quand vous vivez en environnement international, il y a moins de mesquinerie. Ouais, c'est un truc bête parce que quand vous avez pas la même maîtrise de la langue, il y a pas les mêmes nuances, il y a pas la même acidité, il y a pas le même truc. Je parle pas là français tout ça, moi je suis pas trop dans ces caricatures là, mais disons, quand vous êtes à l'intérieur d'une unité culturelle d'un pays et de langue, curieusement, la nature des relations fait que il n'y a pas toujours la même bienveillance, la même approche, etc. Mais quand vous êtes dans une langue différente, quand vous devez parler en permanence à des gens, vous devez d'abord essayer de les comprendre, essayer de vous faire comprendre aussi, parce que c'est dans les deux sens. On a à la fois besoin d'être... Vous voyez, si je prends une image très connue dans les 6 besoins humains principaux, on a des besoins contradictoires. L'un, c'est ce qu'on appelle en anglais significance, donc le besoin d'être quelqu'un, si je puis dire, mais en même temps le besoin d'appartenir. Eh bien, plus vous êtes dans des environnements internationaux, plus le besoin d'appartenir est fort. Plus vous êtes dans un environnement qui sont centrés culturellement, plus le besoin d'exister individuellement est fort. Vous voyez, donc ça, c'est un élément important. Donc moi, j'ai eu la chance de vivre dans l'hôtellerie de luxe, dans l'éducation, aujourd'hui chez Mazars, dans des univers très extrêmement bigarrés, ouverts. Donc la tolérance, si vous l'avez pas, vous n'existez pas. C'est clair. Alors en plus, en RH. Et quand vous étiez enfant, du coup, en grandissant dans cet environnement-là, est-ce que vous avez des rêves particuliers? Vous rêvez de devenir quoi? Ah non. Enfin, vous avez une vision de votre carrière ou pas? C'est une de vos consoeurs, Pauline Léniaud, qui me posait la question et je disais ce serait franchement mentir que de dire que j'avais une sorte de rêve qui s'est réalisé, etc. Alors pas du tout. Je me souviens même sans doute plus de ce que j'avais envie d'être quand j'étais petit et je ne sais même pas si j'avais envie d'être quelque chose. En réalité, c'est plus au fur et à mesure que ma vie s'est développée que je me suis dit tiens, j'aurais adoré étant jeune vouloir faire ça. D'accord, je vois. Vous voyez, c'est très différent, mais a posteriori, c'est ça, c'était une analyse post-mortem. Tout le bagage que vous aviez. Et là, entre, par exemple, Géo au Club Med, ce que j'ai jamais été, puisque la définition de la stupidité, c'est de rencontrer Serge Trigano au lendemain de son débarquement du club, hein, donc donc moi je connais très peu le club, je suis allé quelques fois, mais c'était pas ma vie. Ça c'est un premier point. Géo sans doute, architecte j'aurais adoré, mais j'en avais pas forcément les qualités ni rien, mais encore une fois j'ai jamais rêvé petit d'être architecte. C'est plutôt quelque chose que plus tard j'ai développé en me disant j'aime le design, j'aime comprendre comment les choses se font, les structures, voilà. Vous avez fait des choses assez intuitives. J'écoutais un podcast, je pense celui de Pauline peut-être, où vous disiez que vous avez fait un bac S sans être amateur. Alors vous avez fait une prépa. Bac S, vous êtes gentil. Bac C. C'est un bac C, voilà, à l'époque on appelait ça Mathelem bientôt, non pas du tout. Bac C, ouais, exactement. Bac C et beaucoup de choses en fait que vous avez fait de manière contre-intuitive, j'ai envie de dire, parce que et ça je me demandais pourquoi. Qu'est-ce qui vous a parce que est-ce que c'est par le flow, non, mais je suis le produit aussi de génération, on choisissait pas. Hein, oui, c'est ça. Okay. Donc moi effectivement oui, ce que j'avais dû dire à Pauline, je sais plus exactement, mais c'était quelque chose comme je sais pas, j'ai fait des études scientifiques mais j'étais pas matheux, enfin ni physicien. J'ai fait une prépa, j'étais pas bosseur. J'ai fait une école de commerce. La dernière des choses que je voulais, c'est être auditeur, vous voyez, donc ça tombe pas bien quand même aujourd'hui. Ou chef de produit. Donc voilà. Et alors d'ailleurs, vous m'avez posé une question à laquelle j'ai pas répondu. C'est comment je suis venu aux relations humaines en fait. Il se trouve que encore une fois, ma famille m'aidait beaucoup pour mes études et donc j'ai jamais manqué trop de rien ni quoi que ce soit. Mais à l'inverse, encore une fois, on roulait pas sur l'or. Donc moi, comme étudiant, pour compléter un peu, pour me faire des petits jobs, des choses comme ça. Alors il y avait des stages qui étaient imposés par l'école, donc où on devait trouver, mais où je m'éclatais pas trop. Le premier, j'avais pas aimé du tout. C'était un cabinet d'expertise comptable. Et j'avais quitté au bout de, ça devait durer 3 mois. Au bout de 2 semaines, j'étais parti en courant.
Et en fait, pour financer mes études, pour financer ma vie d'étudiant, je prenais des jobs qui étaient des petits jobs. Alors, j'étais pas chez McDo. À l'époque, il n'y a pas beaucoup de McDo en France. Moi, j'ai fait ça. Mais voilà, oui, mais vous aviez la chance de vivre à un moment où McDo était plus implanté. Et je me suis fait virer du McDo. Alors bon, voilà, vous voyez. Non, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, j'avais fait pendant quelques mois un job d'alphabétisation de travailleurs étrangers sur des chantiers. Alors en fait, ça voulait dire quoi? Quand vous embauchez des gens, d'ailleurs pour des périodes souvent déterminées, c'était pas des salariés à temps plein, sur des chantiers de construction, la plupart d'entre eux, enfin ceux en tous les cas dont je m'occupais, ils étaient d'origine maghrébine. Et caractéristique, ils parlaient le français mieux que moi, mais ils ne savaient pas le lire. Oui. Or, toutes les instructions de sécurité étaient écrites. C'est vrai. Et c'est vrai qu'un des points majeurs, c'était des artistes. En fait, moi, je les adorais. Enfin, c'était génial. Mais du coup, comme ils se voyaient comme des artistes, j'allais dire, ils conduisaient la moto sans casque. C'est-à-dire, en fait, ils allaient sur les échafaudages sans les baudriers, sans les mousquetons, etc. Et donc, moi, normalement, mon job, c'était de leur lire ou de leur dire ce qui était dans les instructions de sécurité. Bon, d'abord, ils m'écoutaient pas, et puis c'était plus à eux de m'apprendre des choses sur la vie que l'inverse. Mais du coup, on vivait ce qui était sans doute la définition de la franc-maçonnerie au départ, c'est-à-dire on vivait dans des loges de passage, dans des endroits, des chantiers, puis on se parlait de la vie, quoi. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Donc déjà, là, je me trompais totalement sur ce qu'étaient les ressources humaines, puisqu'évidemment, je voyais ça comme un monde de bisounours, relations humaines, on développe les gens, on parle de philosophie le soir au coin du feu, enfin bon. Donc je me gourais totalement, mais c'est là que j'ai décidé que ma réalité ressemblerait plus à mon rêve que l'inverse. Et du coup, donc c'est venu de là, c'est venu de cette expérience-là. Oui. Ouais, enfin militantisme en tous les cas. Moi, j'essaie toujours de pas m'encarter, ça c'est ma règle, mais parce que ce serait pas dans la tolérance, vous voyez, c'est un peu ça le problème. Aussi, c'est vrai. Voilà. Mais donc c'est venu de là en fait. Ok, super. Est-ce que dans votre carrière, vous avez déjà eu ce que j'appelle moi des traversées du désert, des moments où vous avez des doutes, vous posez des questions sur Ah, c'est des choses différentes. On peut avoir des doutes sans traverser des déserts. Aussi, on peut. Mais est-ce que vous avez eu du coup des traversées du désert plutôt, ou des moments où je suis bien dans mon axe? Le mûrissement des révolutions a besoin d'autre soleil que la gloire enveilleuse d'un héros en exil. C'était une phrase que je crois Mitterrand avait dû dire à l'époque à l'Assemblée nationale en parlant de De Gaulle. Bon, après on n'aime pas, mais peu importe. Mais j'ai trouvé cette phrase presque, c'est des alexandrins presque quoi. C'était marrant, c'était quelque chose. Il faut bien comprendre ce que je vais dire. J'ai pas eu de traversée du désert parce que j'ai pas eu le temps. J'ai toujours eu en fait une vie. D'abord, première caractéristique, j'ai jamais été viré, ce qui est pas bien pour un DRH parce que quelque part on le fait nous subir à d'autres. Enfin, c'est pas notre choix, mais bon, on doit le faire le mieux possible. Et j'ai jamais été placé par un chasseur de tête. Donc en fait, j'ai toujours pu choisir les gens avec qui je travaillais. Et à chaque fois que j'ai démarré dans une boîte, pour moi, c'était la dernière de ma vie parce que j'adorais les gens avec qui D'ailleurs, encore maintenant, quand je parle des caisses d'épargne ou de Kempinski, je vais dire nous. Et qu'est-ce qui vous a fait bouger justement? Alors, c'est ça le problème, c'est que dès l'instant où personne vous fout dehors, au contraire, on vous garde jusqu'à la fin, c'est à vous de choisir les moments où il faut partir. C'est des raisons qui peuvent être très différentes, mais disons, si je les résume et ou les catégorise, c'est soit parce que j'estimais que je devenais, moi, un point de blocage relatif de l'évolution de la culture ou de l'entreprise. Ça pouvait arriver. Soit parce que je vais le dire très simplement, soit parce que je suis loyal aux gens et pas je suis loyal aux gens et pas loyal aux organisations. Ce que je veux dire par là, c'est que moi ma fidélité, elle va pas à une organisation comme ça. Je prends un exemple très précis. J'ai quitté le groupe Caisse d'épargne que j'adorais, qui était ma vie, mais parce que un soir après la fusion, le nouveau patron de l'époque avait viré en 5 minutes, précisément les mots, avait mis fin en 5 minutes à 35 ans de carrière de la personne pour qui j'étais venu, qui clairement m'avait approché, m'avait demandé de rejoindre le groupe que j'adorais et que j'adore toujours d'ailleurs, Guy, et voilà. Et donc le soir où il m'a annoncé un peu avec les yeux embrumés que sa vie professionnelle là s'arrêtait après avoir fait 35 ans dans cette entreprise, et l'avoir faite honnêtement, il avait permis plein de choses, dont d'ailleurs la fusion en question. Sans lui, c'était raté, je pense. Eh bien,
la seule chose que je croyais qu'il fallait dire à ce moment-là à mon ami qui perdait son job, c'est de dire je pars aussi. Et donc en même temps que je l'ai dit, j'étais en train de lui dire mais t'en as parlé à personne, ta famille, mais tant pis, c'était comme ça. Donc je pense qu'il faut être loyaux aux individus et aux relations. Nous devons tous être loyaux, aux individus et aux relations. Et par contre, être loyal à une organisation ou une cause, j'ai pu vivre, moi, des organisations qui semblaient séculaires, installées pour toujours. Par exemple, typiquement les caisses d'épargne avec des fortes valeurs, 200 ans d'histoire, etc. Et que je voyais en 3 mois totalement disparaître de ce point de vue-là, c'est-à-dire devenir autre chose. Et voyez, donc, il faut pas non plus... il faut pas être embarqué par les néons du manège. C'est un élément essentiel. Moi, je crois que ce qui compte dans la vie, c'est l'amitié professionnelle. Et cette amitié professionnelle, si on la vit vraiment, elle doit conduire aussi parfois à faire des choix individuels. Donc, ce fut mon cas. Mais voilà, la chance que j'ai eue après, c'est de retrouver des aventures en permanence qui étaient passionnantes. Et c'est le cas chez Mazars, ça fait 12 ans que j'y suis, donc ce n'est pas encore l'entreprise où je suis resté le plus longtemps, mais on commence à s'en approcher. Voilà, donc, ça vient. Et moi j'ai une notion dont je parle beaucoup dans ce podcast, c'est la notion de sweet spot, de trouver l'endroit où on se sent bien à sa place. En quoi vous vous sentez à votre place aujourd'hui? D'abord, comme je vous disais tout à l'heure, moi je suis un marginal séquent, c'est-à-dire ma bonne place, c'est pas d'être au centre de l'échiquier, d'être un statut ou quoi que ce soit. J'ai jamais signé un email avec une fonction. Soit les gens me connaissent, soit ils me connaissent pas. Dans ce cas-là, j'ai pas envie de jouer l'éthos, comme on dit. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'ai toujours choisi une position de marginal séquent, c'est-à-dire dans l'empire, mais aux frontières de l'empire. Pourquoi ? Parce que mon rôle, c'est aussi d'amener des ressources de l'extérieur. C'est l'un des métiers des ressources humaines, mais c'est surtout de créer des écosystèmes, de valoriser les entreprises où je travaille au travers de ce qu'on fait en ressources humaines. Vous voyez, j'ai toujours choisi de travailler chez des challengers, pas chez des leaders. Donc c'est important ce qu'on fait en RH pour valoriser ce que la profession elle-même ne permet pas de faire en termes de leadership. Aujourd'hui, je vous promets, si vous dites bien sûr, si vous dites Mazars est leader dans l'audit, le conseil, etc., il y a plein de gens qui vont te challenger. Si vous dites Mazars est un leader dans, par exemple, l'innovation sociale RH, et d'ailleurs aujourd'hui beaucoup plus grâce à des gens comme Mathilde que moi, mais là on devient crédible. Vous voyez, c'est-à-dire là-dessus les gens pensent que c'est vrai. Et j'ai 50 façons de vous l'illustrer, y compris dans le fait que des gens nous rejoignent, achètent chez nous des savoir-faire et des choses comme ça en ressources humaines. Donc, fondamentalement, moi je dirais que l'élément essentiel c'est celui-là. C'est quand vous travaillez chez des challengers, par choix, ce qui est mon cas, il faut que vous soyez dans une fonction où vous allez apporter de la valeur aussi, parce que ce que vous ferez se verra dehors, un peu comme disait une ancienne pub de Danone, pour je ne sais plus quoi. Bifidus. Bifidus actif, voilà, c'est ça, exactement. Ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Voilà, exactement. C'est mon dada. J'adore utiliser justement pour la culture. La culture, c'est, voilà. Bien sûr. Je vais passer rapidement aux questions usuelles du podcast, que j'appelle le Tamil Gatémeri. Bien sûr. Pendant vos différentes transitions, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, quelle a été votre plus grande peur et comment vous avez pu la surmonter? Vous avez pas de peur? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, si, bien sûr, et la peur est un sentiment humain extrêmement important. Là où il n'y a pas de peur, il n'y a pas de sagesse. C'est-à-dire que vous faites n'importe quoi, vous êtes un casse-cou, et il faut surtout pas raisonner comme ça. Non seulement il faut connaître la peur, la respecter, ne pas en avoir peur non plus, donc pas avoir peur de la peur, et surtout, alors là, c'est autre chose. Là, c'est plus quand je pensais jamais jouer au golf de ma vie, je me suis mis à jouer au golf un jour, mais tardivement, à plus de 30 ans. Et puis, il y a quelques sagesses dans le golf assez marrantes, dont une qui dit que la peur n'évite pas le danger. Et c'est-à-dire en fait que c'est pas parce que vous avez peur que le danger va pas arriver. Donc c'est une sorte de raisonnement de marabout de croire que parce que je vais conjurer la peur en y pensant, le danger n'arrivera pas. C'est un raisonnement d'enfant. Ouais, donc non, pas du tout. Donc la peur ne m'a jamais inhibé par contre. C'est ça qui est important. Je me suis retrouvé plusieurs fois en situation comme ça, que vous soyez dans des séquestrations, que vous soyez dans un hôtel où des chars ont les canons pointés sur l'hôtel, vous savez pas ce qui va se passer. J'ai plus souvent eu peur pour les autres aussi. Vous voyez, moi je m'occupe de la gestion de crise aussi, entre autres chez Mazars, et vous voyez quand la guerre en Ukraine se déclenche,
pensez à des gens qu'il faut faire sortir du pays, vous savez pas comment ça se passe, vous n'êtes pas sur place, c'est compliqué. Et donc il y a alors ça c'est plus de l'angoisse finalement que de la peur, mais ça existe. Après, une chose particulière chez moi, c'est que j'ai plein de stress et je le ressens pas. C'est-à-dire, et c'est dangereux aussi d'ailleurs, parce que pareil, j'ai pas mes indicateurs éveillés, donc j'ai pas de limite de ce point de vue-là, alors que en réalité, forcément, je suis autant sujet que tout le monde au stress, mais je ne le ressens pas. Donc j'ai toujours ce côté, une situation, c'est une situation, embrassons-la, essayons d'y répondre le plus efficacement possible, quoi. Ok. Et ça vous joue pas des tours? Oh bah si, forcément, mais soit Alzheimer et donc en fait j'oublie les mauvaises choses, soit plus probablement, d'abord j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie professionnelle, ne serait-ce que par les gens que j'ai pu rencontrer, mais j'ai jamais, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, je m'arrête peu pour réfléchir aux choses, je suis plutôt quand même quelqu'un d'action, objectivement. Par ailleurs, contrairement à ce que certains peuvent penser, je suis pas très créatif, moi je suis créatif dans la mise en œuvre. Je suis pas créatif dans les idées. Mes idées sont très banales, mais je suis très créatif dans la façon de les mettre en œuvre. Donc du coup, une situation, qu'elle inclut de la peur ou des choses comme ça, pour moi c'est une raison d'agir. Voilà. C'est comme ça que je le vois. Ok. Donc faut apprendre à ne pas agir d'ailleurs, hein, c'est autre chose. Oui, mais ça j'ai du mal. Ok. Parce que justement moi c'est tout le concept aussi du podcast, c'est de faire un pas de côté. Ouais, bien sûr. Et quelle est la leçon de vie que vous avez pris le plus de temps à apprendre? Alors, j'ai pas pris plus de temps, mais celle-là, elle est très durable. C'est apprendre quelque chose de très important dans la relation aux autres, qui est de ne jamais tuer la petite flamme qui est chez l'autre. Donc, en fait, c'est très dangereux parce que le management, vous voyez, par exemple, le mot qui est le plus utilisé souvent, c'est le courage managérial. Ça, mais je m'en suis toujours méfié. Mais alors, quand quelqu'un me dit ça, d'abord, souvent, je me dis, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Soit parfois c'est de la stupidité à l'état brut, soit parfois c'est du discours et il y a rien. Donc, moi, je crois pas à ça. D'abord, c'est le genre de truc qu'on fait, mais qu'on dit pas dans ce cas-là. Mais deuxièmement, je pense qu'il faut faire très attention parce que ça c'est destructeur de l'estime de soi des gens, voilà. Par exemple, quand vous faites les gens vous disent c'est important de donner du feedback aux gens. Non, moi je crois pas. Je pense que le feedback négatif en particulier, il faut se méfier parce que le feedback négatif vous tuez cette petite flamme. Donc ce qu'il faut c'est quoi votre objectif? C'est de régler son compte à quelqu'un? Bah non. Ça c'est absurde, c'est pervers. L'objectif c'est pas de régler le compte, c'est de dire si je donne du feedback, c'est pour que la personne s'améliore. Qu'elle augmente son estime de soi. Et donc, pour augmenter l'estime de soi, faut pas qu'elle sorte démontée de l'entretien en disant, putain, je suis nul. Donc, je pense que les gens ont tous besoin de deux choses, l'appréciation et la contribution. Donc, l'appréciation, faut être capable de dire ça, dire merci, bravo, tiens, vraiment, c'est génial. Mais l'appréciation, c'est même pas seulement de dire, c'est de montrer, ça, c'est de le faire, de le vivre. Si quelqu'un vient vous présenter une idée, moi, ce que j'ai appris à faire, c'est de fermer ma gueule et pas essayer d'ajouter de la valeur à tout prix parce que finalement, je montre à quel point je suis brillant, je suis le chef, je suis je ne sais quoi. Bah non, tant pis, je vais peut-être pas ajouter les 5% de valeur, mais je veux pas perdre les 80% de motivation de la personne à le faire. Bien sûr. Alors ça c'est dur, parce que ça c'est pas naturel, c'est pas spontané, il faut l'apprendre, il faut y réfléchir avant, faut on se mordre la lèvre, j'allais dire, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Donc ça je l'ai appris, et je l'ai appris grâce à quelqu'un que je salue volontiers, qui est Nathalie Jacquet, qui est la directrice de la stratégie et du développement de Sciences Po, et qui est quelqu'un qui travaillait pour moi à l'époque, mais en fait elle a travaillé 2 fois pour moi dans sa vie, et en fait c'est 2 fois où moi j'ai appris beaucoup d'elle. donc c'était totalement une relation inversée d'apprentissage, parce que je suis pas sûr que je lui ai appris grand chose, mais Dieu sait si encore aujourd'hui tous les gens moi on sait pas, elle s'en foutrait de dire mais de quoi il parle, n'importe quoi. Bon, voilà. Qu'est-ce qui vous fait lever du lit le matin? Quel est votre moteur de vie en fait? D'abord, j'ai la radio qui me réveille, mais j'en ai pas besoin. C'est curieux, en fait, je me réveille toujours à la même heure, quelle que soit l'heure à laquelle je me couche, et quel que soit mon jet lag. 6h30, je sais pas si c'est matinal, mais il y a des gens plus matinaux que moi, quoi. Et puis bon, voilà. Et donc, qu'est-ce qui me fait lever le matin? Je suis pas trop dans l'esprit de dire, alors j'ai un truc particulier. Alors c'est vrai que j'ai toujours en tête une action à faire. Donc et des actions à faire, et j'ai besoin de démarrer, par contre, ça c'est important, c'est-à-dire que je vais pas traînasser, je vais pas glander en me demandant, j'ai jamais le temps, moi, de toute façon. Oui, j'ai l'impression que vous êtes un homme d'action pour le coup. Oui, puis après ma vie a fait que pour faire
pour faire simple, j'ai toujours vécu dans plein d'endroits en bougeant tout le temps et tout, donc vous n'avez pas le temps, quoi, en fait. C'est un peu ça. Je sais ce que c'est. Et voilà, donc c'est pas Paul Morand et l'homme pressé, hein, qui d'ailleurs parle pas de ça, mais c'est plus le fait que c'est vrai, mais c'est pas le matin, c'est toute la journée. Je suis toujours un peu dans l'anticipation de ce que j'ai à faire. Après. Voilà. Mais quel est votre moteur dans votre vie? Qu'est-ce qui vous drive? Alors, il y a deux drivers très différents, mais il y en a un qui est certain, c'est de contribuer, enfin d'avoir une contribution positive. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je veux essayer de créer des choses, de faire des choses, d'être dans l'action. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième moteur, c'est autre chose. Au fond, je suis un étudiant permanent. Donc c'est vrai que il faut toujours que j'apprenne à faire quelque chose. Alors c'est soit du méta-apprentissage, donc par exemple, je vais avoir un fil conducteur, je vais dire n'importe quoi, à la cuisine par exemple. Donc en fait, je vais me voir comme évidemment un débutant permanent, mais je vais toujours essayer d'apprendre des nouveaux trucs, des nouvelles recettes, des machins, bon, moi j'en sais rien. Donc en fait, j'ai cet état d'esprit permanent. Donc voilà. Mais c'est vrai de tout. Alors le vrai problème que j'ai rencontré dans ma vie, et je peux en parler tout à fait librement parce que ça me caractérise, je suis allé au bout, disons, d'un système d'éducation préparée. Il y a 3 systèmes d'éducation au management en France, c'est les grandes écoles, enfin les écoles de commerce, les universités et au milieu les IAE, qui sont des formes un peu hybrides, d'ailleurs parfois universitaires, etc. Moi, je suis diplômé des 3, donc j'ai pas de chapelle, j'ai pas de préférence ni quoi que ce soit. Le problème, c'est qu'à un moment, quand vous avez fait le doctorat, l'habilitation, des trucs comme ça, il n'y a plus rien derrière, quoi. Enfin, vous pouvez pas faire, voici, vous pouvez faire un deuxième doctorat dans autre chose. Mais le autre chose, par exemple, qui m'intéresserait, c'est la psychologie. Or, c'est le métier de mon épouse et elle le fait tellement bien. Et puis, c'est son champ de compétences, son champ d'identité. Moi, j'ai pas envie du tout d'aller faire quelque chose qu'elle a fait elle. Et par contre, Dieu sait si je me nourris énormément de ce qu'elle fait et que elle me coach dans plein de domaines et de situations. Mais disons, voilà, c'est-à-dire le champ qui m'intéresserait ou sur lequel j'aurais des choses à faire qui seraient en lien avec ma vie à moi, c'est un champ que je m'interdis pour cette raison-là aussi, d'aller chercher du point de vue académique. Donc, moi, la seule manière que j'ai trouvé de continuer à apprendre, c'est une supercherie absolue, hein, c'est que j'ai fait donc cette habilitation. Alors personne ne sait ce que c'est. En fait, l'habilitation, d'ailleurs c'est le dernier diplôme possible dans l'université, hein, après le doctorat. Après le doctorat, je savais pas qu'il y avait en tout cas après le doctorat. Voilà, c'est ça exactement. De toute façon, tout ça c'est les secrets les mieux gardés et ça n'a franchement aucune importance. Mais en fait, ce que me permet l'habilitation, c'est d'encadrer des thèses. Et donc comment j'apprends aujourd'hui? En fait, j'apprends au travers des thèses qui sont faites par les gens que j'encadre. Et ça me permet de continuer en permanence à apprendre et à voilà. Donc ça, c'est un moteur chez moi, ça c'est sûr. Hein. J'ai besoin d'apprendre des trucs nouveaux tout le temps. Oui, ça c'est mon. Et qu'est-ce que la réussite pour vous? Qu'est-ce que serait une vie réussie pour Laurent? C'est déjà une vie qui est pas planifiée pour essayer de répondre à un objectif de réussite. C'est-à-dire que c'est une bonne vie plutôt, si je l'utilise à la manière des philosophes, c'est-à-dire une vie équilibrée. Moi, c'est vrai que c'est pas que je les ai lus plus que ça, d'ailleurs je crois pas que je les ai lus énormément, mais j'ai un fond stoïcien, j'ai un fond... vous voyez, par exemple, des notions comme l'ataraxie, l'absence de passion, ce genre de trucs, l'équilibre, tout ça. C'est pas des choses auxquelles je pense, mais c'est des choses que je ressens en moi. Ce besoin de pas chercher la conflictualité s'il y a pas besoin, de pas donc d'être et donc au fond de moi une bonne vie. Donc c'est pour ça, c'est bizarre parce que j'ai pas lu Marc Aurèle dans le détail ni rien. Enfin, j'en ai lu un peu. Oui, mais des extraits. Mais c'est pas. Les gens vont dire c'est mon bouquin de chevet. Moi, j'ai pas de bouquin de chevet sur mon truc. Je regarde des conneries sur l'iPad si j'ai envie de m'endormir. J'allais vous demander un livre en plus que vous avez. Non, mais j'en ai plein. J'ai sur l'iPad, je lis sur l'iPad justement parce que les yeux sont plus là, mais j'en ai toujours, je sais pas. 7 ou 8 de bouquins ouverts sur l'iPad en même temps, quoi. Donc j'avance en polychronie. Mais donc surtout, faut pas se la péter avec la philosophie grecque ou quoi que ce soit. Moi, ce que j'en ai compris en tous les cas, je me suis dit tiens, c'est marrant, ça correspond à un ressenti personnel qui est cette absence de passion, cette ataraxie.
comme mode de vie et en disant ça va la vie, elle se passe bien. Alors il faut la vivre quoi. Oui, et puis elle est suffisamment justement pas tranquille et pas constante pour que justement l'élément d'équilibre ce soit vous quoi. C'est-à-dire il faut que vous essayiez le plus possible de tangenter ça quoi. Donc voilà, c'est un peu ça mon approche des choses quoi. Intéressant. Voilà. Et est-ce que vous avez un livre à recommander à nos auditeurs et nos auditrices et à moi-même? Marc Aurèle. Non, pas du tout. Je n'y crois pas. Alors, un livre intéressant, je vais en prendre un qui a rien à voir avec le Schmilblick, mais plutôt qu'un livre, tiens, mais ça peut être c'est un livre aussi. Recommandation. Mais bon, il se trouve que pour X raisons, je suis un compagnon de route du festival de Ramatuelle. Ah, ok. Qui chaque année, pendant 12 jours, dans la presqu'île de Ramatuelle, permet de rattraper un peu la saison culturelle parisienne. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'en plus on peut, c'est un cadre sympa, on fréquente les gens, y compris des artistes, des choses comme ça. Donc on apprend énormément et puis voilà, moi je suis au spectacle quoi tout le temps. Et il y avait cette année une pièce que j'ai adorée. Et j'embrasse ici Nathalie Servier qui me l'avait recommandée et qui m'a emmené la voir. Donc je l'avais vu à Paris puis je l'ai revu à nouveau à Ramatuelle. C'est Jacques et son maître. Jacques et son maître. Alors c'est la version revisitée par Milan Kundera de Jacques le Fataliste de Diderot. Okay. Et en fait, bon, soit vous avez l'occasion d'aller voir Jacques et son maître au théâtre. Nicolas Briançon en a fait une adaptation absolument géniale. C'est pas la première fois, il l'a adapté plusieurs fois dans sa vie. Mais surtout, si vous pouvez pas la voir, soit regardez-la parce que je crois qu'il y a une captation de la pièce, ou sinon, lisez le bouquin de Kundera. Ouais. Parce qu'il y a une humanité profonde là-dedans qui est géniale. Et après, si on veut rester plutôt dans le champ business, parce que c'est quand même le truc qui nous fait nous rencontrer. Pas forcément. Pas forcément, non, mais je vous invite à lire les travaux de Kahneman, par exemple. Donc, soit les travaux. Alors, il a eu un prix Nobel en 2002, donc ça date. Mais soit les travaux sur le nudging. Donc, le nudging, vous savez, c'est comment vous influencez, vous faites, etc. Et puis de l'autre côté, un dernier ouvrage qui a été écrit d'ailleurs avec un Français, avec Olivier Sibony. Qu'on a cet après-midi d'ailleurs à HEC. HEC, pardon. Voilà. Ancien consultant de marque, qui s'appelle Noise, qui est vraiment formidable. Ça, c'est deux recommandations. Et puis, alors là après, c'est complètement dans une autre logique, mais je pense qu'il est important de rester très ouvert à des lectures qui peuvent être différentes. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si c'est lire qui est important, c'est en fait c'est s'absorber, moi je pense, d'ouvrir les chakras et exactement. Donc en permanence, il se passe des choses géniales. Il faut profiter. On a un très beau pays où on a la chance de pouvoir faire ça. Vous voyez, on n'est pas sous les bombes en Ukraine, quoi. Donc la moindre des choses, c'est pas de se plaindre et de faire les choses. J'adore cette phrase de Sylvain Tesson qui dit la France c'est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Voilà, non, on n'est pas en enfer, on est dans un contexte qui nous permet de faire des choses. Il y a une valeur qui vous correspondrait, si vous devez me dire une valeur qui vous définirait, ce serait quoi? Si je dois en choisir, après j'essaie de vivre, ça veut pas dire que les gens diraient ça, peut-être, j'espère. Il y a des trucs, ça tourne toujours autour de G, je sais pas pourquoi. Donc gratuité, générosité, gentillesse, ça c'est des choses importantes pour moi. C'est des trucs sur lesquels on a de l'influence. Le reste, c'est la vie, ça bouge. Mais ça, c'est important pour moi. C'est-à-dire faire des choses gratuitement. Si on me demande de faire un podcast, la réponse est oui par principe. Merci. Après, je me démerde et je fais rentrer ça dans un agenda à la con. La générosité, parce que toujours pareil, contribution positive, quoi. Faut essayer d'être un peu, voilà. Et puis de la gentillesse, parce que c'est ce que je crois être le constituant fondamental des leaders qui réussissent et dont on se souvient. Alors là, en l'occurrence, pas moi, mais vous voyez Serge Trigano dont on parlait, c'est quelqu'un dont la gentillesse a marqué la vie et continue de la marquer. Donc, vous voyez, ça pour moi c'est très important, la gentillesse. Okay. Et quand vous dites à un leader, toi t'es gentil, hein, il est super énervé. Ouais, super énervé. Je suis pas gentil. Moi c'est l'inverse. Je pense que c'est ce qu'il faut développer. Pour moi c'est une belle qualité aussi. Voilà. Complètement. Sur ce, je vais pas vous retenir plus longtemps, Laurent. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.